Katmandou, dimanche 1er octobre 1978, il est 15h30. Ça y est, après un an de préparatifs et d'impatience, nous allons poser le pied sur le sol népalais. Eh oui, un Népalais accepte de me laisser les commandes de son engin. Dans la rue, on nous regardera passer, stupéfait qu'un Européen fasse le travail d'un gars du pays. Et nous voilà partis. 3 Sherpas et 11 porteurs vont pendant 15 jours se mettre à notre service. Les Sherpas nous serviront de guides et de cuisiniers. Les porteurs, eux, vont pour un salaire dérisoire porter les charges à longueur de journée. Nous établissons le camp sur une petite colline dominant un camp de réfugiés tibétains. Ces Tibétains qui ont vu disparaître leur pays il y a 30 ans, envahis par les Chinois, et qui, plutôt que de vivre sous cette dépendance, ont préféré venir s'exiler ici au Népal et en Inde. Ils vivent de leur culture, de leur élevage et de leur artisanat. Budziram, petit Tibétain qui revient de l'école, porte son cartable sur le front, à la manière népalaise. Au matin, le ciel est totalement dégagé. Il est 6 heures, et pour la première fois, nous découvrons un spectacle magnifique. Le Macha Picchu à plus de 50 km à vol d'oiseau, et derrière la chaîne de l'Annapurna. Au soir de l'étape à Chomro, le Macha Picchu nous fait une radieuse apparition. Dimanche 15 octobre, nous apprenons la victoire des Français sur l'Everest. Bravo Pierrot! Oh pardon, bravo Monsieur Pierre Mazot. Tendi, notre guide Sherpa, aurait pu faire partie de l'expédition de Mazot. Il est d'ailleurs déjà monté à 8000 mètres au cours d'une expédition sans oxygène. Son langage avec nous, c'est le sourire. En cette fin d'après-midi, nous approchons du camp de base. La vue est presque totalement bouchée. La fatigue se fait sentir. J'ai droit aux remarques désobligeantes, comme quoi ça n'est vraiment pas le moment de filmer, vu l'état de fraîcheur particulièrement altéré. Enfin, le camp est là. Le site est inhospitalier, mélange d'herbe et de rocailles. Les porteurs arrivent à leur tour. Le plus vieux s'est vu prendre sa charge par son fils dans les derniers hectomètres. Dure journée pour tout le monde. Le plus jeune des porteurs, 15 ans, arrive, pas moins chargé que les autres. Derrière un petit sourire diplomatique, on devine sa fatigue. Ah, j'allais oublier Tendi. Il arrive comme toujours, en chantant. La pente est raide. Nous sommes à 4500 mètres. « 5000 mètres, 10h30 du matin, le panorama est unique. Plus de 11 sommets dépassant 7000 mètres nous entourent.
Mais là, plus rien ne va. Je suis pris de vertige, de nausées, d'un incroyable mal de tête. Je me force à suivre les traces de Passang, mais tous les 2 pas, je m'arrête, incapable de poursuivre. Le mal d'altitude a encore fait des ravages. Passang décide de redescendre. Le plus sage eût été de s'arrêter à 4500 mètres pour seulement le lendemain matin partir vers le sommet. Mais le temps disponible était trop bref. Nous croiserons un groupe de porteurs et de 17 Français tentant à leur tour l'ascension. Eux aussi abandonneront à quelques 200 mètres du sommet, toujours par manque de cette satanée acclimatation. Malgré le temps qui se couvre et mon état physique pas génial, je me gave d'images qui ne me quitteront plus. Le soir, je retrouverai Marcel et Jean-Luc. Jean-Luc a retrouvé la forme, son mal d'altitude a disparu. Ouf! Pour Passang et moi, la balade aura duré 8 heures. L'heure du retour a sonné. Partis depuis 9 jours, nous allons maintenant effectuer notre marche jusque vers Pokhara, point de départ et d'arrivée, mais par un autre itinéraire. La Modikola, rivière que nous avions longée jusqu'à sa source, nous la retrouvons au fond de ces gorges. Un vautour surveille notre marche, guettant peut-être la défaillance de l'un d'entre nous. Sur la route, nous croiserons toujours de petits Népalais qui posent avec fierté. Voici le grand frère et sa petite sœur. De notre camp, nous pouvons tout à loisir observer ce magnifique massif du Dhaulagiri. Peu avant notre départ pour le trekking, nous avions rencontré par hasard dans un petit restaurant de Katmandou Sylvain Saudan. Sylvain Saudan, c'est le skieur de l'impossible. Très gentiment, il nous avait fait part de ses projets. Son objectif était de descendre à ski, après l'avoir escaladé bien sûr, le Dhaulagiri par la face nord-est. Nous étions en 1978. L'expédition devait avoir lieu en avril 1979. La suite de l'aventure pour Sylvain Saudan, les journaux l'ont abondamment relaté. Le 12 mai 1979, l'expédition devait atteindre 7600 mètres sur l'arête nord-est, l'arête de droite. La nuit, une avalanche combinée à des vents de 250 km/h devait emporter 2 des compagnons de Sylvain Saudan. Ce fut l'échec. Sylvain Saudan et ses amis redescendaient précipitamment jusqu'au camp de base, un 3e homme, un Sherpa, trouvant la mort au cours de cette retraite. Mais Sylvain Saudan ne renonce pas. Il est prêt à repartir dès l'année prochaine pour vaincre ce géant, surnommé la montagne des tempêtes. Passang tente de manœuvrer la charrue. Le paysan nous fait comprendre qu'il est en train de tracer des sillons complètement de travers. Arrivé à Pokhara, et pour nous rendre au lac par la route, Passang loue une R8. À 7 plus le chauffeur, nous nous enfournons dans le véhicule. À 7 plus le chauffeur, nous réussirons à nous extraire du véhicule. La belle aventure se termine. Après un mois passé au Népal, il faut rentrer.
Ayant fait une escale à Dubaï, nous survolons le golfe Persique. Jean-Luc se penche vers le hublot, mais ses yeux, j'en suis sûr, sont ailleurs. Pour lui, pour nous, restent gravées des images qui ne nous quitteront plus. L'Annapurna, le Machapuchar, le Dholagiri, tous ces sommets prestigieux, nous y repensons à cet instant précis. Et comment oublier notre camp de base? Oui, Jean-Luc, le Raskipic avive tes regrets. Regrets d'avoir été malade et de ne pas être allé gravir ses pentes. Mais tu le sais, c'est décidé. Demain, au Népal, nous reviendrons.